continuer d'y officier de semaine en semaine, que les restrictions sanitaires ne s'aggravent pas une fois de plus, parce que tout le monde en a assez de ces enseignements à distance, vous comme nous. Donc j'espère qu'on pourra travailler utilement. C'est pas le plus bel amphithéâtre de cette maison, c'est un petit peu l'étable ici, on est tout en bas, il fait chaud, quand les radiateurs commencent à fonctionner, il fait froid quand ils s'arrêtent. On tâchera de faire avec au moins un cours qui n'est pas éclaté. Ce sera difficile d'avoir 3 heures de cours de procédure civile d'exécution, c'est une matière qui est technique. On tâchera de rendre tout cela agréable et vous verrez, la matière est beaucoup plus intéressante qu'il n'y paraît. Elle a une très mauvaise réputation, en vérité, c'est une matière qui peut être facilement passionnante. En tous les cas, elle est essentielle, j'y reviendrai tout à l'heure. Ceci étant dit, vous avez remarqué que je n'ai pas mis le masque, ou plutôt que je l'ai baissé, pour plusieurs raisons. D'abord, j'enchaîne les cours en cette rentrée qui est difficile pour tout le monde. J'en suis à mes 10 heures de cours derrière moi, je commence déjà à avoir mal à la gorge, ce qui n'est pas bon signe pour un début d'année. Avec le masque, je crains que ce ne soit étouffé, mais pour autant, je suis très soucieux des règles sanitaires comme vous, et par conséquent, si un seul le souhaite, je remets mon masque immédiatement et je n'en prendrai absolument pas ombrage. Donc n'hésitez pas à me signaler si par raison de précaution vous voulez que je mette le masque. J'ai l'impression qu'on a une distance qui est importante, vous avez pratiqué un corridor de sécurité, un corridor sanitaire, mais encore une fois, je m'inclinerai bien volontiers. Non, personne ne veut que je remette le masque. Tant que la gorge est un petit peu fragile, je le déclinerai puis j'essaierai de le mettre ensuite. Ceci étant dit, c'est une petite matière que la matière des procédures civiles d'exécution. Elle est chère à mon cœur et aussi visiblement à celui du président de l'université, puisqu'il m'a dit tout à l'heure qu'il comptait passer à la pause pour venir vous saluer. Donc on marquera une petite pause réglementaire. Je suis très légaliste. Toutes les heures à 10 minutes de leur pile, vous aurez vos 10 minutes de pause. Vous pourrez aller gambader, vous pourrez aller vapoter pour ceux qui le souhaitent à l'extérieur, que sais-je encore. Prendre un café si nécessaire sera peut-être utile. Mais il faudrait tout à l'heure au moins qu'on se discipline pour être tous ici à leur pile. Si le président nous fait l'honneur de venir, tâchons d'être en bon ordre pour le recevoir. Et si vous avez des récriminations, n'hésitez pas à en faire part au président. Il est là aussi pour vous écouter. Je ne suis pas un fanatique de la démocratie participative. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on fasse une révolution les uns les autres. Mais si vous avez des doléances, j'ai cru comprendre que la rentrée était compliquée aussi par vos inscriptions administratives, vos inscriptions pédagogiques. Elles ont été aussi laborieuses, sachez-le, pour nous. Moi, j'ai passé mon été à répondre à des étudiants qui étaient en désespérance de M1. On avait ouvert l'année dernière un M1 pour précisément pouvoir accueillir un certain nombre d'étudiants qui n'auraient pas trouvé de point de chute. Tout ça a été plus que compliqué. Et moi aussi, j'ai pu mesurer les déficiences de l'administration, auxquelles je n'impute aucune faute. Elle a les moyens qu'elle a, elle compose avec, mais il faut aussi que l'administration parvienne à surmonter les difficultés. Ça, il faut que le président en ait conscience. Je ne manquerai pas de lui dire pour ma part. Donc, si vous avez des choses à lui dire, n'hésitez pas à lui dire poliment, mais vous pouvez le faire parfaitement fermement. Ceci étant dit, on va peut-être en venir, maintenant que l'heure a frappé, à notre cours de procédure civile d'exécution. Alors c'est une petite matière en ce sens qu'elle n'est pas inscrite dans les matières fondamentales, même dans les masters judiciaires. Alors ce n'est pas que cette matière soit secondaire, certains collègues depuis des années observent qu'il serait bon qu'on ouvre des travaux dirigés. Philippe Théry, moi-même, nous avons toujours refusé les travaux dirigés en cette matière parce que je considère pour ma part qu'une matière peut être parfaitement enseignée sans travaux dirigés nécessaires. Et s'il s'agit d'ouvrir des travaux dirigés pour montrer qu'on a de l'importance, je trouve ça assez puéril. Par conséquent, je n'ai jamais éprouvé la nécessité de transformer cette matière en matière fondamentale. Je crois qu'elle s'y prête pas très bien, en vérité, parce que si on fait des travaux dirigés, on rentre directement dans la technique la plus aride, et c'est pas comme cela qu'il faut apprendre les procédures civiles d'exécution. Vous allez voir, les procédures civiles d'exécution, en vérité, c'est plus du droit civil que de la procédure. C'est du droit civil prolongé. Il est totalement iconoclaste, pour ne pas dire grotesque, d'étudier le droit des obligations en long et en large, et de ne pas savoir, au moment où la créance devient liquide, exigible et certaine, comment la réaliser si le débiteur est décalcitrant. Les procédures civiles d'exécution sont le complément absolument nécessaire, vital, du droit des obligations. Et un
étudiant qui ne connaît pas ces matières est un étudiant handicapé, du moins un privatiste. Par conséquent, je vous félicite d'avoir choisi cette matière, vous verrez, ça vous sera très utile dans la pratique. Moi j'ai un garçon qui a votre âge, qui est passé dans les amphithéâtres de M1 l'année dernière, et à qui j'avais expliqué qu'il était peut-être bon qu'il ne choisisse pas les procédures civiles d'exécution pour des raisons de conflit d'intérêts. Je n'ai pas très envie de les voir noter mon fils. Et aujourd'hui, quand il travaille dans les cabines d'avocats, il m'explique qu'il a peine à pouvoir pratiquer son exercice jusqu'au bout, parce que précisément, le droit des voies d'exécution lui manque. Donc je considère pour ma part, et ce n'est pas parce que j'enseigne cette discipline, que c'est une discipline qui est devenue nécessaire. Elle est nécessaire et elle a aussi pris de l'importance ces dernières années. Quand j'ai commencé à l'enseigner, il y a 25-30 ans maintenant, il y avait 2 ouvrages, je crois, qui étaient à jour dans la discipline. Aujourd'hui, on ne compte plus les ouvrages en matière de procédure civile d'exécution. Cette matière devient à la mode, parce qu'on a conscience de la nécessité de cette matière, qui s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement très vaste. Vous avez étudié la Convention européenne des droits de l'homme, ses implications, ses incidences sur le droit privé. Vous savez que la Cour européenne des droits de l'homme est extrêmement soucieuse de l'effectivité du droit. Les droits doivent être garantis de manière concrète et effective, dit-elle, et non pas de manière abstraite. Et bien précisément, le droit des voies d'exécution, le droit des procédures civiles d'exécution, c'est la matière qui permet de concrétiser le rapport d'obligation, de le faire passer du droit dans les faits. Et donc, elle est ô combien nécessaire de ce point de vue. Pour l'étudier, on peut le faire de plusieurs manières. On peut rentrer dans le détail de chacune des procédures civiles d'exécution, demander aux étudiants qu'ils connaissent sur le bout des doigts les formalités, quelles sont les mentions obligatoires dans l'acte de saisie-appréhension. Je ne suis pas sûr que ce soit très profitable, moi c'est pas comme cela que j'envisagerais la matière. Vous verrez, on traitera très longuement de ce que j'appelle le droit commun de l'exécution forcée. On tâchera de mettre en évidence les principes qui irriguent, qui nourrissent notre discipline. Et quand on aura fait ça, on pourra s'appuyer sur ce droit commun pour étudier, en laissant de côté les détails que vous pouvez retrouver en consultant les textes très facilement. L'idée, c'est que en présence d'une créance donnée, en présence d'une situation conflictuelle donnée, vous puissiez savoir la voie d'exécution qu'il faut pratiquer de la manière la plus utile, la plus opportune. Et si je suis parvenu à faire passer ces messages, eh bien ce sera, pour ce qui me concerne, mission remplie. C'est dire que je n'attends pas de vous que vous soyez des singes savants, que vous me récitiez par cœur les textes du Code des procédures civiles d'exécution. J'entends que vous appreniez avec intelligence la matière. Et par conséquent, à l'examen final, puisque ce n'est pas une matière fondamentale, eh bien l'examen final, ce sera un oral, si tout va bien, en présence. Alors vous êtes nombreux, je tâcherai de me faire assister pour passer les oraux de procédure civile d'exécution, mais ces dernières années, tant que cela a été possible, nous avons pratiqué l'oral plutôt que l'oral écrit. Pour une raison toute simple aussi, c'est qu'on ne vous entend pas assez. Ce n'est pas de votre faute. Les travaux dirigés, on sait bien que vous êtes très nombreux, trop sans doute. On a essayé de réduire un petit peu le nombre d'étudiants inscrits en travaux dirigés avec la reconfiguration des masters 1. Mais dans nos amphithéâtres, pratiquement, on ne vous entend pas. Et par conséquent, vous pouvez avoir passé 4 années sur les bancs de Paris 2, sans pratiquement avoir ouvert la bouche. Je ne suis pas sûr que ce soit très profitable, parce que les métiers du droit sont des métiers d'écrit, évidemment, mais aussi des métiers de parole, surtout pour ceux qui se destinent au barreau. Et par conséquent, il me paraît plus que nécessaire de favoriser ce genre d'exercice, à mon échelle en tous les cas. J'entends que l'examen final soit un oral véritable et non pas un oral écrit, ce qui est un déguisement, une fiction typique de Paris 2. Pour ce faire, vous aurez des petites questions, des questions de cours. Je vous demanderai par exemple de m'expliquer les conditions de fond de l'exécution forcée. Je vous demanderai par exemple de m'expliquer les règles de l'insaisissabilité. Je vous demanderai par exemple de me parler de la saisie-attribution ordinaire. Donc des questions qui seront très facilement identifiables dans le cours. Et il suffira pour vous de lire, d'apprendre régulièrement votre cours, ou alors si vous êtes pris par le temps de le bachoter, mais alors de parvenir
à le mémoriser le jour J, pour que tout se passe très bien. Les notes sont excellentes, généralement, en procédure civile d'exécution. Alors, je ne dis pas que tout le monde a 20 sur 20, c'est pas l'école des fans, pour autant. Il arrive bien sûr que des étudiants n'aient pas la moyenne. Je ne dirais pas qu'ils l'ont cherché, mais tout de même, ils n'ont pas fait les efforts nécessaires pour parvenir à obtenir la moyenne. Parce qu'il n'y a aucun piège en la matière. Simplement, je sais bien que vous êtes harassé de matière et qu'il n'est pas facile à la fin de l'année de recoller les morceaux dans toutes les disciplines. Et ça, moi, je n'y peux rien. C'est votre travail, ce n'est pas le mien. Je ne peux pas composer avec les autres matières. Simplement, je ne vous mets pas des bâtons dans les roues. Il n'y a aucun piège en la matière, même si j'ai une réputation sanguinaire, même si je suis un tortionnaire, un sadique, invétéré, eh bien, en vérité, dans l'examen, je ne suis pas si méchant que cela. Et vous pouvez le vérifier assez facilement en regardant ce qui s'est passé les années précédentes. Pour faciliter votre travail, il faudrait quand même que vous veniez en cours si vous le pouvez, parce qu'on a parfois des opinions qui ne sont pas celles de nos petits camarades de jeu. Je n'enseigne pas les procédures civiles d'exécution comme d'autres le font, il y a des points de désaccord, même si sur l'essentiel, évidemment, nous sommes tous d'accord. Donc il n'est pas mauvais de savoir exactement ce que je peux dire, et vous pouvez ne pas être d'accord. Je serais très heureux de pouvoir échanger avec un étudiant qui me dirait « Sur ce point, j'ai lu le professeur Ansauf, j'ai lu Roger Perrault et Philippe Terry, j'ai lu Couchez et Le Beauf, ils disent autre chose. » Parfait, très bien, et je pourrais vous mettre 20 sur 20, mais si on n'est pas d'accord. Vous le savez bien, le droit, ce n'est pas une science exacte, c'est aussi une science de la rhétorique. Et par conséquent, ne vous sentez absolument pas obligé, parce que je peux vous enseigner, simplement, ne racontez pas non plus des sornettes. Si vous racontez le contraire de ce que dit le Code des procédures civiles d'exécution, on ne sera pas d'accord, évidemment. C'est dire que vous avez une certaine liberté, et il y a une rumeur qui circule à Paris 2, il faut absolument être servile, pas du tout. Pas du tout. En tous les cas, pour ce qui me concerne, j'ai conscience, et j'ai cette conscience chevillée au corps, que ce que l'on doit former, ce ne sont pas encore une fois des singes savants, mais des étudiants qui sachent réfléchir par eux-mêmes. Et par conséquent, ne vous sentez pas tributaire bien de règles auxquelles vous n'adhérez pas. Le cours, donc, c'est la base, me semble-t-il, pour pouvoir apprendre la matière. Maintenant, j'entends bien que certains ne pourront pas venir ou ne voudront pas venir, ça leur appartient. L'assiduité n'est pas sanctionnée. Si vous ne voulez pas assister à ce cours, s'il n'en reste qu'un, s'il n'en reste aucun, toutes les semaines, je serai là pour faire, pour ma part, mon cours. Pour les autres, ou pour ceux qui veulent avoir des soutiens supplémentaires, parce qu'il est bon aussi, à votre âge, de commencer à lire véritablement. Vous ne le faites sans doute pas suffisamment, faute de temps. Il faudra un jour qu'on réfléchisse à vos maquettes pour les alléger, pour vous laisser un peu plus de respiration et pour pouvoir faire autre chose que de l'apprentissage bête et méchant. Toujours est-il qu'il faut absolument que maintenant, vous commenciez, si ce n'est pas déjà fait, à lire les manuels, à lire les revues sur nos sujets. Les manuels, je n'ai pas de religion particulière, je peux vous en citer 3, par exemple, qui me paraissent adaptés. Je parlais du professeur Ansauf, professeur dans cette maison. Il a publié l'année dernière, je crois, un manuel de procédure civile d'exécution dans la collection Cours à la LGDJ. C'est un bon manuel que vous pouvez consulter avec profit. Dans les manuels qui sont calibrés, je laisse de côté la Bible, c'est le Roger Perrault et Terry. Roger Perrault, regretté Roger Perrault décédé il y a quelques années, Philippe Terry, qui a pris sa retraite l'année dernière, professeur de Paris 2, sont les concepteurs de la réforme, j'y reviendrai, des procédures civiles d'exécution. Ce sont eux qui ont largement écrit les textes que l'on applique aujourd'hui. Donc leur traité est irremplaçable. C'est la meilleure source en matière de procédures civiles d'exécution. Simplement, c'est un petit peu démesuré. C'est un traité. Pour une matière complémentaire, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Mais si la matière vous passionne, allez lire, le cas échéant, allez emprunter en bibliothèque cet ouvrage. Donc je laisse de côté celui-ci. Il y a un autre ouvrage qui me paraît très bien, c'est le Couchez et Le Beauf. Procédure civile d'exécution, c'est chez Collin, je crois, Armand Collin. Couchez, C-O-U-C-H-E-Z, et Le Beauf, L-E-B-E-A-U. Couchez et Le Beauf. Et puis un dernier petit ouvrage que sans modestie je vais vous recommander, c'est celui de votre serviteur, les procédures civiles d'exécution dans les petits cours d'Alloz. Alors il peut être utile pour ceux qui ne peuvent pas assister à ce cours parce que je reprendrai dans mon cours oral le plan de cet ouvrage. Je m'en écarterai ici ou là, il y aura des approfondissements, c'est un petit ouvrage, je n'ai pas pu approfondir comme je le souhaitais certaines questions qui peuvent être utiles, me semble-t-il, et par conséquent vous ne retrouverez pas exactement les mêmes choses dans les deux, mais vous aurez la trame, le plan général. Alors il doit paraître incessamment, parce que je l'ai mis à jour
avant l'été, par anticipation d'ailleurs de la réforme des sûretés. Donc vous avez vu qu'elle est parue par ordonnance ces derniers jours. Donc les modifications issues de l'ordonnance sont déjà intégrées dans l'ouvrage qui devra paraître. Ceci étant dit, vous ne vous sentez absolument pas obligé d'acheter pour me faire plaisir. Vous faites ce que vous voulez. Et je vous donne 3 titres, vous pouvez parfaitement investir dans un autre titre. Vous avez là aussi totale liberté. Voilà pour ce que j'avais à dire de mon côté. Si peut-être une chose que j'ai oublié de dire et qui est essentielle, la bibliographie première, c'est le code. Vous avez tous, j'imagine, subi un cours l'année dernière de procédure civile. Oui, avec grand plaisir. Eh bien, dans le code de procédure civile, que vous ayez le rouge, que vous ayez le bleu, les éditeurs, par charité, eh bien, ont intégré dedans le code de l'organisation judiciaire et le code des procédures civiles d'exécution, parce qu'il existe un code dédié à notre matière, le code des procédures civiles d'exécution. Donc si vous aviez un code l'année dernière, ce sera parfaitement suffisant. Il suffit d'aller sur Légifrance quand il y a des modifications pour les retrouver. Est-ce que de votre côté, il y a des questions particulières à ce stade? Non, tout va bien? Bon, s'il n'y a pas de questions, tant pis pour vous. On va démarrer alors. Et comme tout cours qui se respecte, celui-ci débutera évidemment par une introduction. L'introduction aux procédures civiles d'exécution. Alors remarquons d'abord que la dénomination des procédures civiles d'exécution est une dénomination récente. L'appellation d'autre matière a évolué. Avant la loi du 9 juillet 1991, on ne parlait pas de procédure civile d'exécution. On parlait, c'était l'appellation ancienne, de voie d'exécution. Et cette expression encore largement court. Pour ma part, je n'hésite pas à parler ici ou là de voie d'exécution. Voie d'exécution et procédure civile d'exécution, c'est absolument synonyme. Simplement, l'appellation officielle, celle qui est issue de la loi dont je parlais tout à l'heure, la loi du 9 juillet 1991. Ça, c'est une date à retenir. 9 juillet 1991, c'est la grande réforme des voies d'exécution. Eh bien, cette loi qui a réformé la matière, du moins pour moitié, j'y reviendrai, a substitué l'expression traditionnelle, celle de procédure civile d'exécution. Alors derrière le changement des mots, il y a une réalité qui est immuable, qui est inchangée. C'est que lorsque le débiteur est récalcitrant, lorsqu'il ne s'exécute pas spontanément, alors ce n'est pas l'hypothèse ordinaire, mais ça arrive. On a parfois des débiteurs qui ne veulent pas payer leurs dettes, qui refusent de les payer, alors même qu'ils ont les moyens de le faire. Eh bien, lorsque le débiteur est récalcitrant, du moins lorsqu'il ne paye pas spontanément, il peut être aussi oublieux de ses devoirs, eh bien, il faut le contraindre. Il faut le contraindre à l'exécution. Et comment va-t-on pouvoir le faire? Évidemment, au moyen de procédures. Et ces procédures d'exécution, qui sont donc fondamentalement des procédures de contrainte, eh bien, sont l'objet même de notre cours. C'est cela que l'on va étudier. Alors, c'est dire l'importance de cette matière, parce que déjà, procédure de contrainte pour l'exécution, eh bien, l'exécution en tant que telle, c'est évidemment, et vous l'avez appris, j'imagine, en droit des obligations, l'exécution, c'est l'aboutissement normal de l'obligation. C'est la fin même de l'obligation, sa finalité première. Et l'ordonnance, d'ailleurs, réformatrice du droit des obligations, l'ordonnance du 10 février 2016, vous le savez, a pris acte de ce lien intime, presque consubstantiel entre l'obligation et l'exécution. Puisque dans le Code civil, désormais,
non pas le code des procédures civiles d'exécution, mais le code civil lui-même, vous trouvez des dispositions relatives, vous le savez, à l'exécution en nature des obligations contractuelles. Exécution en nature et même forcée, j'y reviendrai, des obligations contractuelles. Ce sont les articles 1221 et 1222 nouveaux du Code civil. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il me semble qu'il est totalement vain d'étudier le droit des obligations si on ne connaît pas les règles qui en permettent la réalisation, les règles qui en sont l'aboutissement logique, les règles de l'exécution. Alors on peut toujours espérer que son débiteur soit délicat, que son débiteur soit respectueux de la parole donnée, qu'il s'exécute volontairement, spontanément, à échéance due. Mais il faut aussi compter avec les désagréments de l'impayé. Et par conséquent, le droit des procédures civiles d'exécution, je le disais tout à l'heure, c'est le complément nécessaire, obligé, du droit des obligations. Et si cette matière est de plus en plus importante, et dans l'enseignement et dans la pratique, c'est pas hasard, c'est qu'on le sait bien, nos concitoyens sont de moins en moins soucieux de la règle obligatoire, ils supportent de moins en moins les contraintes. L'individualisme fait ici aussi son chemin. Et par conséquent, l'impayé se multiplie. Alors il y a d'autres raisons. Ce ne sont pas simplement des facteurs moraux, ce sont aussi évidemment largement des facteurs économiques. On sait bien qu'en période de crise, eh bien, ceux dont les ressources sont modestes ont plus de difficultés à s'exécuter. Et d'autant plus de difficultés que notre société vit très largement à crédit. Il n'y a pas que l'État qui est surendetté. Nos concitoyens aussi, les plus modestes en particulier, ont été abreuvés par la publicité de propositions, d'offres de crédit qui sont allouées sans grande vigilance par certains organismes. L'État pourrait faire davantage, mais il sait bien au fond que l'emprunt est aussi une manière de pacifier les relations sociales. Quand à la fin du mois votre salaire ne vous permet même pas d'avoir quelques agréments, la vie devient rapidement désespérante. Et donc le crédit, c'est aussi une manière pour ces gens modestes de pouvoir accéder à des services, à des prestations, à des consommations qu'ils ne pourraient pas s'offrir s'ils devaient payer au comptant. Mais dès lors qu'un grain de sable est introduit dans la machine, le chômage technique, partiel, le Covid, rapidement, l'impayé se multiplie avec lui les procédures civiles d'exécution. C'est une spirale qui est parfois infernale, mais il faut composer avec, on ne peut pas l'ignorer. Donc, statistiquement, économiquement, j'allais dire sociologiquement, l'impayé est devenu une donnée très importante dans notre société. Et cela explique en grande partie que la matière soit devenue si importante. C'est dire qu'il y a un intérêt pratique, d'abord à son étude. Mais il y a aussi, me semble-t-il, un intérêt scientifique, au-delà de cet intérêt pratique. Parce que cette matière, au fond, va vous permettre de jeter des ponts, de faire un lien entre deux enseignements qui sont assez dissociés à ce stade, sans doute, dans votre esprit. Le droit des obligations, que vous avez étudié en deuxième année, et la procédure civile, que vous avez étudiée en troisième année. Le droit des procédures civiles d'exécution, le droit des voies d'exécution participent à la fois du droit des obligations et à la fois de la procédure civile. Quand on obtient un jugement, quelles sont les conditions pour le mettre à exécution ? Oui. Il faut
le signifier. Très bien, c'est la première condition. Parfait. Quoi d'autre encore? Moi, j'aime bien poser des cours dans les amphithéâtres. Enfin, alors, ça ne répond pas toujours. En tous les cas, j'essaie de participer, de faire participer mes étudiants plutôt. Et par conséquent, je repose ma question, à votre bon cœur. Que faut-il pour pouvoir mettre à exécution un jugement? J'ai une réponse excellente, c'est la base. Il faut une notification, la signification ordinairement du jugement. Parce qu'on le sait, ce sont les parties qui doivent signifier. Sauf quelques juridictions où c'est le greffe qui notifie. Tout cela, vous l'avez appris, j'imagine. Quoi d'autre? C'est pas tout quand même, vous avez un enseignement d'élite en procédure civile. Vous avez l'air de savoir. Oui. Oui, c'est vous, absolument. Qu'il n'y ait pas d'appel, pourquoi? Et ça c'est juste, mais pourquoi? Si vous essayez de reconstituer le raisonnement, l'appel c'est une voie de recours de quel type? Ordinaire, extraordinaire? Elle est suspensive d'exécution, c'est une voie de recours ordinaire de ce point de vue. Enfin, les suspensifs d'exécution, théoriquement, on sait bien que la réforme Belloubet de la justice du 23 mars 2019 fait que ce caractère suspensif de l'appel est devenu une vaste plaisanterie. Les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, simplement on a fait comme si on ne changeait rien au principe, on a laissé les textes en l'état. L'appel est toujours censé être suspensif d'exécution, théoriquement c'est peut-être vrai, mais pratiquement ce n'est pas vrai. Aujourd'hui on peut exécuter les décisions de première instance, à condition qu'elles aient été notifiées. C'est dire qu'il y a des conditions, vous voyez, en matière de procédure civile pour mettre à exécution. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le jugement, c'est un titre exécutoire. Il permet la mise à exécution sous condition que les règles que je viens de dire soient remplies, que les conditions de notification, d'absence de recours suspensif d'exécution, eh bien, soient réunies. La procédure civile débouche aussi sur l'exécution. Obtenir un jugement, c'est une belle chose, mais n'importe quel avocat vous dira que le meilleur jugement du monde ne vaut rien si vous ne pouvez pas le mettre à exécution. Et pour le mettre à exécution, là encore, il faut mobiliser notre matière. Donc on le voit quand on regarde du côté du droit des obligations ou du côté de la procédure civile, la fin ultime, c'est toujours l'exécution. Parce que les jugements, ordinairement, reconnaissent des créances. Ce n'est pas toujours le cas. Un jugement peut être déclaratif d'un droit de propriété. Il suffira de publier la publicité foncière pour obtenir, si c'est une propriété immobilière, pour obtenir satisfaction. Mais si on vous reconnaît une propriété immobilière, vous êtes propriétaire d'un meuble qui est détenu par votre adversaire. S'il refuse de vous rendre ce bien, vous faites comment? À ce stade, vous ne pouvez sans doute pas me répondre, sauf qu'à ce que vous ayez anticipé l'enseignement, on verra qu'il y a des procédures civiles d'exécution, une fois n'est pas coutume, qui permettent l'exécution nature des obligations de faire, et pas simplement des obligations de somme d'argent. Là encore, c'est notre discipline qui commandera la réalisation de la procédure civile. Donc notre matière, elle est vraiment essentielle parce que c'est l'aboutissement de deux enseignements fondamentaux pour votre pratique, pour votre enseignement, la procédure civile et le droit des obligations. Alors il reste que ces liens avec la procédure civile eh bien, font traîner à la matière des procédures civiles d'exécution une mauvaise réputation. On a tendance à considérer que la matière est pénible, que la matière est aride, que c'est une matière extrêmement technique, pour ne pas dire étouffante. Alors il y a un fond de vérité. Incontestablement, il suffit d'ouvrir son code des procédures civiles d'exécution pour constater que la matière n'a pas grand-chose à voir avec certains enseignements qu'on a pu vous faire. Il n'y aura pas d'envolée lyrique comme vous pouvez en avoir sur les droits fondamentaux, mais je ne suis pas sûr que ces matières soient les plus formatrices qui soient. Vous avez pu remarquer qu'il y a une forme de progression intellectuelle dans vos enseignements. Plus vous gravissez les échelons de la formation universitaire, plus les matières deviennent techniques. Mais c'est vrai pour notre matière, incontestablement, elle est technique. Mais pour autant, notre matière, elle est percée, elle est nourrie, elle est sous-tendue de principes juridiques, pas des principes fondamentaux mous, des vrais principes. Et au fond, si on me demandait quelle est pour moi la dernière loi de droit civil qui a été correctement
excellemment rédigée, je dirais sans l'ombre d'un doute que c'est la loi du 9 juillet 1991. C'est la dernière grande loi qui a été faite par des universitaires avec une vision très catégorique de ce qu'il fallait faire et non pas une espèce de concession molle parlementaire qui aboutit souvent à une cacophonie dans la rédaction des textes. Donc sans doute notre matière est-elle technique, mais cette matière est beaucoup mieux structurée que bien d'autres disciplines et pas très difficile de voir les principes sous-jacents qui dominent notre discipline. Alors pour l'étudier, pour s'en faire une première idée, eh bien, il convient évidemment de définir l'objet de notre discipline et aussi de tracer les frontières de notre matière. Et pour ce faire, objet, frontière, eh bien, le plus simple, me semble-t-il, c'est encore de partir de l'intitulé même de notre cours, les procédures civiles d'exécution. Tous les termes comptent, tous les termes permettent de circonscrire exactement ce dont nous allons parler. Alors, en première définition, qu'est-ce donc que ces procédures civiles d'exécution? Eh bien, ce sont les voies d'exécution. Ce sont les voies que les créanciers doivent emprunter. Les voies que les créanciers doivent emprunter, on peut dire ça autrement, les moyens qu'ils doivent utiliser s'ils veulent obtenir la réalisation forcée de leurs droits. Autrement dit, la réalisation forcée de leurs droits, autrement dit, s'ils veulent obtenir l'exécution de leurs créances sous la contrainte. Alors évidemment, ces moyens sont des moyens juridiques. Ces voies dont je parle, ce sont des voies de droit. Le droit organise avec luxe de détail les procédés de contrainte qui permettent l'exécution, car on ne saurait évidemment pas s'accommoder de l'utilisation de n'importe quel procédé. L'intimidation, le chantage, la menace, la batte de baseball, pour obtenir paiement, pour obtenir règlement de la dette. S'il en était ainsi, les voies d'exécution dégénéreraient en voies de fait, illicites. Ici comme partout, ici peut-être davantage qu'ailleurs, la fin, si honorable soit-elle, ne justifie pas tous les moyens. Bien au contraire, il faut que les moyens soient encadrés, organisés, pour que la paix sociale puisse continuer de régner. Il faut donc préciser la fin, la finalité, c'est l'exécution, pour comprendre l'organisation des procédures, les moyens. On étudiera donc pour commencer l'exécution, procédure civile d'exécution, et on dira quelques mots ensuite des procédures. Paragraphe premier, l'exécution. Et je tâcherai, si je trouve un petit peu de temps, de vous faire parvenir un plan aussi, pour que si je m'égare, vous puissiez rectifier. Alors l'exécution qui forme l'objet de ce cours, de cet enseignement, n'épuise pas tout le concept éponyme. C'est une partie de l'exécution, non pas toute l'exécution que nous allons étudier. Il est en effet deux manières de comprendre l'exécution. Dans le sens le plus étroit, le plus restrictif,
Qu'est-ce que l'exécution? Eh bien, l'exécution, c'est tout simplement l'acte ou le fait qui achève le processus obligationnel. L'acte juridique, ou bien matériel, peu importe, qui éteint l'obligation en la réalisant. Parce que vous savez, vous étudiez, j'imagine, en droit des obligations, il existe plusieurs causes d'extinction de l'obligation. Lesquelles? Alors j'entends bien que dans votre université, on n'a pas encore érigé en discipline autonome le régime général des obligations, ce qui est un grand tort. On s'y emploie, ce sera fameux pour vos camarades qui vous succéderont. Ce qui fait qu'on glisse rapidement sur ces questions. Mais tout de même, il y a un moment ou un autre dans votre cours, on a dû vous dire comment l'obligation s'éteint. On n'a pas simplement glosé sur les sources de l'obligation, délictuelles, contractuelles, quasi-délictuelles, légales. On a aussi parlé de leur extinction. L'extinction de l'obligation, alors? Oui. Le paiement, c'est le mode normal d'extinction de l'obligation. Vous avez raison, il faut commencer par là. Le créancier obtient spontanément, du moins volontairement de la part du débiteur, exactement ce qui a été convenu. Exactement l'objet de l'obligation. Mais à côté du paiement, il existe d'autres causes d'extinction de l'obligation. Par la satisfaction du créancier ou sans cette satisfaction. Oui? Si un délai avait été fixé, si celui-ci arrive à expiration. Et alors, que se passe-t-il à l'expiration du délai? L'obligation s'éteint. Donc c'est la prescription dont vous parlez ici, ou la forclusion. Oui. Exactement. Et là, c'est une cause d'extinction de l'obligation sans satisfaction du créancier. Il n'a pas procédé à temps aux poursuites qui auraient permis d'obtenir satisfaction ou du moins d'interrompre la prescription, son obligation est éteinte. Il existe d'autres causes d'extinction qui donnent satisfaction, la compensation, la novation, la délégation, etc. Donc vous avez dans le droit des obligations, toute une partie qui est consacrée à l'exécution, évidemment. Exécution avec satisfaction ou sans satisfaction du créancier, mais une exécution qui n'est pas une exécution sous la contrainte. Et pour ce qui intéresse le paiement, qui est le mode normal d'obligation, ce qu'il faut retenir, c'est le caractère volontaire du paiement. Le paiement, contrairement à l'idée que s'en font les néophytes, les non-juristes, ça n'est pas simplement l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Toute obligation qui se trouve réalisée volontairement est payée. Mais le paiement ne s'y intéresse pas. Le paiement, c'est du droit des obligations, c'est de l'exécution volontaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'usage de la force. C'est la contrainte qui est inhérente à l'exécution forcée, précisément, aux procédures civiles d'exécution. Parce que les procédures civiles d'exécution, ce sont des procédés d'exécution contraints, forcés, par définition. En tout état de cause, le sens le plus étroit de l'obligation, l'acte ou le fait qui éteint l'obligation, à proprement parler, le paiement, dans l'hypothèse où l'exécution est volontaire, est bien trop restrictif pour rendre compte de notre discipline. Ce que l'on doit savoir, ce qu'enseigne précisément notre discipline, la matière des procédures civiles d'exécution, c'est précisément comment parvenir au résultat que l'on vient de dire, l'exécution. Le fait ou l'acte d'exécution, lorsque le débiteur se dérobe. Quels moyens concrets puis-je utiliser, moi, le créancier, qui vont me permettre de le pousser sous la contrainte à s'exécuter? Quels sont les moyens d'exécution forcée que le droit m'offre? Et donc, eh bien, c'est dans un sens beaucoup plus large, en vérité,
que l'exécution doit être entendue dans notre matière. Dans notre discipline, dans la matière des procédures civiles d'exécution, en vérité, l'exécution, c'est un processus qui peut être plus ou moins long, plus ou moins laborieux, qui va permettre la réalisation de l'obligation, sous la contrainte. Et c'est cette compréhension large de l'exécution forcée qui va permettre de tracer les frontières de notre discipline, d'exclure certaines questions, parce qu'elles ne participent pas de ce processus de contrainte. D'abord, il faut laisser, vous l'avez compris, de côté l'exécution volontaire de l'obligation. L'exécution volontaire, c'est le paiement, comme le disait justement votre camarade, le mode normal d'extinction des dettes, quel qu'en soit encore une fois l'objet. Article 1342 du Code civil. Vous vous souvenez de la définition du texte? Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due, de la prestation, quelle qu'elle soit. Article 1342 du Code civil. C'est du droit civil, ça n'est pas des procédures civiles d'exécution, du droit des obligations. L'objet des procédures civiles d'exécution est différent. C'est l'exécution, encore une fois, forcée. Et ce caractère forcé marque du sceau de l'anormalité, de la subsidiarité, les procédures civiles d'exécution. Les procédures civiles d'exécution entrent ici par définition, puisque c'est l'exécution forcée, non pas l'exécution volontaire, ont un caractère anormal, il faut bien le dire, et un caractère subsidiaire par rapport au paiement, par rapport à l'exécution volontaire, qui est le mode normal d'exécution de l'obligation. Et cela, le Code des procédures civiles d'exécution l'affiche très clairement. Le premier texte du Code des procédures civiles d'exécution, l'article L111.1 de ce Code, énonce, je cite, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant, à exécuter son obligation à son égard. Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter son obligation, ses obligations, à son égard. Par conséquent, le texte indique, l'exécution forcée n'a lieu qu'en cas de défaillance du débiteur. C'est la condition première. Il faut un défaut d'exécution volontaire. Et c'est dire que notre matière a pour cause, si on ose encore employer cette terminologie proscrite, notre matière a pour cause l'impayé, le défaut d'exécution à terme échu. Et c'est ainsi que les procédures d'exécution, les procédures civiles d'exécution, sont au fond la béquille du droit des obligations. Afin d'assurer la réalisation de l'obligation, il est parfois nécessaire d'en venir à l'usage de la force. Il faut parfois autoriser le créancier à contraindre son débiteur à s'exécuter. Et pourtant, si vous le voyez, on a deux domaines qui sont très facilement sécables, qui sont distincts. L'exécution volontaire, droit des obligations, l'exécution forcée, les procédures civiles d'exécution. Il ne faudrait surtout pas croire qu'il existe une espèce de césure logique entre le droit des obligations et le droit
des procédures civiles d'exécution. Du point de vue logique, on a au contraire à faire une sorte de continuum, de continuité logique entre ces deux disciplines, entre le droit des obligations et le droit des procédures civiles d'exécution. Les liens sont parfaitement intimes. Et ainsi, tout d'abord au plan des moyens qu'on peut mettre en œuvre, eh bien une parenté très évidente entre les deux. Quand on étudiera un peu plus loin dans ce cours les procédures civiles d'exécution dans le détail, quand on fera la typologie des procédures, des voies de droit qu'offre le droit positif aux créanciers impayés, on verra qu'il y a une procédure que vous ne devez surtout pas ignorer. S'il y en a une que vous devez maîtriser, c'est bien celle-ci. C'est la saisie-attribution. C'est la reine, en quelque sorte, des procédures civiles d'exécution. Parce que c'est la plus efficace. Et en vérité, aussi, d'une certaine manière, la plus indolore pour le débiteur. Alors, de quoi s'agit-il? Il faut supposer un rapport triangulaire. Ne regardez pas avec envie, vous allez aussi bientôt sortir, vous n'avez plus pour 5 minutes, vous aurez une pause bien méritée. On suppose un rapport triangulaire. A est créancier de B. Quand B est créancier de C. On a deux rapports d'obligation. A est créancier de B, B est créancier de C. A ne s'exécute pas volontairement vis-à-vis de B. Ce que vous devez comprendre, j'imagine intuitivement, c'est que les saisies, parce que c'est bien de saisies dont on va parler, les procédures civiles d'exécution sont principalement, pas exclusivement, principalement des saisies. Eh bien, les saisies, c'est un moyen pour le créancier de se faire payer sur les biens qui figurent dans le patrimoine du débiteur. L'image qu'on a tous de la saisie, même si elle n'est plus pratiquée du tout, c'est la saisie-vente. Enfin, elle n'est pas pratiquée, j'exagère, mais ce n'est pas la première. On va demander à un huissier de justice de sonner à la porte du débiteur. « Bonjour, maître machin, je viens pour vous saisir. Titre exécutoire. Vous permettez que j'entre ? Non. Eh bien, je reviens avec les forces de l'ordre. » Et on commence à faire un inventaire. Et quand on aura fini l'inventaire, quand la procédure sera arrivée à son terme, on va aller vendre les biens du débiteur. Et on va se faire payer sur le prix de vente des biens. Ça, c'est l'image d'Épinal, des procédures d'exécution. Mais à l'heure où on vous l'expliquait, où la fortune, la richesse est de plus en plus incorporelle, eh bien, il y a d'autres moyens de se faire payer. Comment? Eh bien, en saisissant les créances de son débiteur. La créance, on vous l'a expliqué en droit des obligations, c'est aussi un bien à sa manière. C'est un rapport interpersonnel, le vinculum iuris, le lien de droit, mais c'est aussi patrimonialement une valeur. À telle enseigne, vous le savez, que les obligations se cèdent. On peut vendre sa créance et la cession de créance. C'est bien le signe qu'il y a une patrimonialité inhérente à l'obligation. Et bien par conséquent, quand vous avez la chance d'avoir un débiteur qui est lui-même créancier, eh bien le plus simple, c'est de saisir entre les mains de son débiteur ce que son débiteur lui doit pour le règlement de ce que lui-même vous doit. Concrètement, A va saisir entre les mains de C ce que C doit à B pour être réglé de ce que B lui doit, de ce que B doit à A. Avec une double limite. Si la créance de B sur C est supérieure à la créance de A sur B, il est bien évident que A ne pourra saisir C que dans la mesure de sa propre créance contre B. Mais c'est ça le principe. C'est une saisie triangulaire, on saisit entre les mains du débiteur de son débiteur, celui qu'on qualifie de tiers saisi. Et l'efficacité remarquable de cette saisie-attribution, ce qui fait son succès, c'est que dès l'instant où vous avez saisi, dès l'instant que l'acte de saisie a été notifié au tiers saisi, à C, au débiteur du débiteur, dès cet instant, la créance de B sur C sort du patrimoine de B pour entrer dans le patrimoine de A.
Et l'intérêt, vous avez parallèlement à ce cours, je ne sais pas si vous le suivez tous, mais un cours de procédure collective, j'imagine. Vous avez commencé, non? Pas encore? Personne ne fait les procédures collectives? J'aurai du travail alors, enfin. La procédure collective, j'y reviendrai tout à l'heure, enfin, c'est un mode d'organisation de l'impayé qui est propre au droit des affaires traditionnellement. On veut que l'impayé soit dilué entre tous les créanciers. Enfin, on veut ne pas suivre le principe civil qui est le paiement prix de la course. En droit civil, on est tous sur ligne de départ. Et celui qui part le premier a plus de chances de se faire payer. En droit des affaires, ce n'est pas comme ça. Il y a une ligne de départ et on sonne le départ très tardivement. En tous les cas, il y a une discipline collective qui s'impose. Ça appartient au droit des entreprises en difficulté, non? Exactement, c'est le droit des entreprises en difficulté. Oui, C'est l'intitulé que vous avez, enfin. Oui. Et bien, vous faites du droit des entreprises en difficulté, c'est des procédures collectives, en vérité. Jean-Jacques Anceau, qui doit être le titulaire, je pense, de ce cours, vous l'enseignera. Les procédures collectives, on dit même souvent, je ne suis pas d'accord avec cette idée, mais peu importe, on dit souvent que ce sont des saisies collectives par rapport aux saisies individuelles du droit civil. Quoi qu'il en soit, le risque, c'est la discipline collective. Vous êtes créancier, votre débiteur est un commerçant, un entrepreneur. Eh bien, vous n'avez pas le droit de le poursuivre. Vous devez vous plier à des règles qui sont des règles contraignantes. Et quand la procédure collective a démarré, généralement, il n'y aura pas assez d'argent pour payer tout le monde. Dans 90% des cas et plus, la procédure collective se soldera par une liquidation. On effacera l'ardoise. Personne ne sera payé. Donc l'intérêt de la saisie-attribution, c'est que dès l'instant qu'elle a eu lieu, si vous l'avez fait avant la procédure collective, dans les détails que je donnerai plus tard, eh bien, le bien est sorti du patrimoine de débiteur, la créance, elle est rentrée dans votre patrimoine, vous n'êtes plus en concours avec qui que ce soit. Vous avez une exclusivité de paiement. Vous êtes protégé contre l'insolvabilité de votre débiteur. C'est la meilleure procédure civile d'exécution que l'on puisse concevoir, parce qu'elle a une efficacité instantanée. Alors, sous réserve, bien sûr, de contestation, vous verrez cela plus tard. Mais l'idée, c'est ça. Et par conséquent, pour en finir avec cela, eh bien, si on devait analyser cette saisie-attribution dans des termes de droit des obligations, de droit civil des obligations, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment vous expliqueriez ce passage de la créance du débiteur saisi sur la tête du créancier saisissant, avec les instruments que vous avez pris en droit des obligations? Si vous songez, mais je ne veux pas écouter votre pause, si vous songez un petit peu à la chose, vous direz au fond qu'on est en présence d'une cession de créance forcée. Ça n'est rien d'autre qu'une cession de créance telle qu'on voulait enseigner en droit des obligations, mais forcée, contrainte. On le voit, la technique qui est à l'œuvre, c'est exactement une technique de droit des obligations. Mais vous avez mérité votre pause, on la marque ici. Et on se retrouve donc à l'heure pile ou peu s'en faut. Mon première année à France pour étudier les histoires, donc je ne peux pas prendre tous les notes pendant la cours, ok? Il faut m'envoyer la note de cours. Oui, il n'y a pas de problème. C'est notre adresse mail. À la fin du cours, je te l'envoie. Je vais le compléter avec les bonnes dates. Et après, c'est en fait. Et tu fais quoi comme master? la propriété industrielle. D'accord. Moi, le droit du numérique, c'est un peu pareil. C'est pas très éloigné. Je pense qu'on a beaucoup de pareil. Moi aussi, j'ai propriété intellectuelle. La concurrence. Hier, Et j'ai la science aussi. t'as quoi? J'ai la bourse de concurrence aussi. Et j'ai la note d'ancien élève. Oui, je viens. Oui.
Ah oui, c'est un E. C'est un peu différent, mais merci. C'est pas trop difficile de prendre le cours. Tous les cours sont difficiles. Parce que même pour nous, c'est difficile de comprendre. Comme c'est une autre langue. Il parle trop vite parfois. Oui, c'est ça, c'est trop vite. J'ai utilisé quelques applications Traduction. oui, pour la traduction, mais je dois lire les manuels après le cours. Oui. Et tu viens d'où? De la Chine, Ok. Et quelle ville? Zhejiang, près de Shanghai. Ok. Mais je fais mon licence et un master en Chine. D'accord. Je fais le master de la procédure pénale en Chine. D'accord, ok. Et puis, puisque je veux changer spécialité, mais c'est pas possible en Chine d'avoir deux masters, donc j'ai choisi d'étudier en France. Ok. Et t'avais hésité avec d'autres pays? Comment? T'avais envie d'autres pays, genre États-Unis, Angleterre Oui. T'étais sûre de vouloir aller en France? Non, mais c'est pas grave. Mais tu étudies le français depuis longtemps? Ah non, c'est pas très longtemps. J'ai étudié le français pour 2 années. Une année en Chine et une année dans la Sorbonne. Mais c'est encore difficile puisqu'on a la cours en ligne. Donc, En tout cas, ton français est bon pour quelqu'un qui l'étudie depuis 2 ans. C'est très dur le français. Et tu parles anglais? oui. Mais maintenant, il y a un mélangement de l'anglais et le français. Et tu parles mieux anglais ou français? D'accord, ok. Vous avez le compte de WhatsApp? De quoi? Le compte de WhatsApp? Oui. Est-ce que je peux vous ajouter? L'explication. Ouais.
la propriété intellectuelle, elle stimule le désir de et inclut le droit de la concurrence. En fait, moi j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à noter les trucs. Je vais noter comme toi et peut-être que j'ai la vie. Et tu t'es inscrit sur internet ou à l'administration? Sur Internet, la semaine dernière, il n'y a pas les horaires pour le droit de la vie. Et après, il a apparu quelques horaires, donc j'ai choisi cette idée. Mais s'il n'y a pas les autres horaires, peut-être que vous pouvez inscrire dans le bureau de la sécurité. Il y avait trop de monde. Oui. Et sur internet, moi ça apparaît jamais. La semaine dernière, cette semaine, trop de problèmes. Mais bon, en France, en général, je crois que c'est le président de Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis très très heureux de venir devant vous ce matin pour vous accueillir et je voudrais tout d'abord remercier le professeur Claude Brenner de m'accorder quelques minutes de son cours pour vous souhaiter à toutes et à tous, au nom de toute l'université Paris 2 Panthéon-Assas, la bienvenue. C'est une université que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez très bien puisque vous y êtes déjà depuis un certain nombre d'années. C'est une université dans laquelle vous avez la chance de pouvoir poursuivre votre cursus, un cursus de master, puisque si vous êtes ici, c'est que vous avez tous et toutes été admis dans l'un des parcours de master de l'université qui a mis en œuvre, vous le savez, pour la première fois l'an passé, la sélection, enfin la fin de l'année dernière, la sélection à l'entrée en master. Et je voudrais donc à la fois vous souhaiter une bonne rentrée et vous féliciter d'avoir réussi à intégrer les parcours de master, l'un des parcours de master de l'université, qui sont des parcours, vous le savez, particulièrement sélectifs. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je voudrais simplement vous dire 2 ou 3 choses à l'occasion de cette rentrée universitaire. Vous dire d'abord que nous sommes évidemment très heureux avec l'ensemble de ceux qui, ici à l'université, s'occupent de votre accueil, et je pense en particulier à la direction des études et de la formation. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous accueillir en présentiel dans les amphithéâtres de l'université, pour, non pas la première fois depuis longtemps, puisque vous le savez, à l'université Panthéon-Assas, nous avons dès le second semestre de l'année 2020-2021 rouvert les amphithéâtres et remis en place des enseignements en présentiel. Et si vous l'avez souhaité l'année dernière, lorsque vous étiez en 3e année, vous avez pu suivre la presque intégralité de vos cours en présentiel, en dépit des jauges diverses et variées qui ont été fixées. Mais cette année, la rentrée se fait dans des conditions quasi normales, si l'on accepte le port du masque à l'intérieur des locaux de l'université, l'exigence du pass sanitaire pour un certain nombre d'activités particulières, notamment les activités associatives organisées par les associations étudiantes et un certain nombre d'activités scientifiques. Cette rentrée peut se faire dans des conditions presque normales et nous nous en réjouissons très vivement. C'est un choix que nous avons fait et que nous assumons totalement, de faire le maximum de présentiel. Nous l'avons fait pendant la période de pic de la crise sanitaire en 2020-2021. Nous avons toujours accueilli les étudiants tant que nous le pouvions et autant que nous le pouvions. Et donc, cette rentrée, nous l'assumons totalement en présentiel. Il n'y aura pas de diffusion en direct des cours.
Il y aura un podcast des cours, comme c'était le cas avant la crise sanitaire, pour les enseignants qui l'acceptent, mais il n'y aura pas de diffusion des cours en direct. Les cours seront dispensés en présentiel, de même, évidemment, que les travaux dirigés qui reprennent normalement à jauge intégrale à partir de pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Donc nous sommes vraiment très heureux de revoir nos amphithéâtres se remplir et de pouvoir à nouveau enseigner devant des étudiants. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, cette situation-là ne sera tenable et nous pourrons poursuivre le semestre que si chacun respecte scrupuleusement les règles qui sont posées, notamment les règles de port du masque, les règles de circulation, vous avez évidemment les règles d'utilisation du gel hydroalcoolique, les règles de distanciation lorsque c'est possible, et puis évidemment la vaccination, hein, le taux maximal de vaccination qui est celui des étudiants aujourd'hui, puisque les étudiants sont vaccinés à hauteur d'à peu près, d'après les chiffres que nous avons, à hauteur de 85 à 90%, donc on a d'excellents chiffres de vaccination, mais c'est évidemment la clé pour que le semestre se déroule dans les meilleures conditions possibles et que nous puissions aller tranquillement jusqu'à la fin du semestre et évidemment jusqu'aux examens partiels du mois de janvier. Enfin, le dernier point, c'est que je voulais vous dire également que tout est mis en œuvre par l'université pour que votre rentrée et votre semestre, évidemment, se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Il peut y avoir, ici ou là, des difficultés, notamment des difficultés pour les inscriptions pédagogiques. Il peut y avoir également des difficultés pour vos inscriptions en travaux dirigés. Nous gérons ces difficultés-là qui sont liées à la fois à des problèmes liés à notre système d'information et à des difficultés d'organisation, mais nous avons fait en sorte que vous puissiez avoir le plus simplement et le plus rapidement possible une réponse aux questions que vous vous posez. Vous avez vu qu'il y a un guichet qui a été ouvert pour un guichet scolarité qui a été ouvert dans le hall du centre Assas. Il y a un dispositif de prise de rendez-vous avec la scolarité en ligne, ce qui facilite considérablement aussi les choses. Bref, nous faisons en sorte de fluidifier au maximum les réponses aux questions que vous pouvez avoir à poser sur votre scolarité. Par ailleurs, il y a toute une série d'initiatives qui vont être prises dans les semaines qui viennent pour vous accompagner durant ce semestre. Donc, n'hésitez pas à participer à l'ensemble de ces activités et n'hésitez pas, bien sûr, comme vous le faites assez massivement d'ailleurs, au sein de Panthéon-Assas, parce que c'est aussi la marque de notre université, le dynamisme des associations étudiantes, à participer activement aux activités des associations étudiantes. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin à l'occasion de cette rentrée universitaire, en remerciant à nouveau le professeur Brenner d'avoir accordé quelques minutes. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente année universitaire 2021-2022. Vous êtes, a priori, vous dégagez évidemment des contraintes liées à la sélection en M2, c'est l'avantage du nouveau système, c'est que maintenant que vous êtes en M1, vous êtes tranquille pour 2 ans. Et donc, je vous souhaite une excellente année universitaire. Profitez bien de cette année universitaire, évidemment, dans tous ses aspects, sur les aspects académiques, mais aussi sur les aspects de vie étudiante. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors on va reprendre notre cours avec peut-être une précision quand même. Vous êtes tranquille pour 2 ans, sous condition que vous réussissiez votre M1. C'est la condition première. Hein. Ceci étant dit, on l'a vu, il y a une parenté logique, une parenté technique entre le droit des procédures civiles d'exécution et le droit des obligations. Le droit des procédures civiles d'exécution utilise des techniques du droit des obligations, et notamment, on le voit très bien, avec la saisie-attribution. Cette communauté d'inspiration est si vraie d'ailleurs que certaines techniques qui sont à cheval entre le droit des obligations et le droit des procédures civiles d'exécution, eh bien, sont organisées par le Code des procédures civiles d'exécution. On y reviendra. Par-delà cette communauté technique, il faut bien voir que l'inspiration des 2 disciplines, le droit des obligations et le droit des procédures civiles d'exécution, est au fond la même. Pourquoi est-ce que l'on organise
des procédures civiles d'exécution. On l'a dit, de manière immédiate, c'est pour permettre au créancier qui se heurte à l'impayé d'obtenir son règlement. Mais le droit des procédures civiles d'exécution vise plus loin aussi. Il a dans l'idée, très justement, que si l'on n'organisait pas ces moyens de contrainte, eh bien la moralité étant ce qu'elle est, l'honorabilité étant ce qu'elle est, l'impayé se multiplierait. Inversement, mieux les procédures civiles d'exécution sont-elles organisées, plus efficaces sont-elles. Plus le débiteur qui sait qu'il ne pourra pas échapper d'une manière ou d'une autre à l'exécution, eh bien s'exécutera spontanément. Mieux vaut se soumettre à une exécution volontaire qu'à une exécution forcée qui est assez douloureuse. La contrainte, ça ne fait pas du bien. Et par conséquent, il y a aussi inscrit dans le droit des procédures civiles d'exécution des visées prophylactiques. En organisant l'exécution forcée, on dissuade les débiteurs de ne pas honorer leurs dettes. On les incite à l'exécution volontaire. Et cela, ça explique en particulier, on le verra chemin faisant, que les procédures civiles d'exécution ménagent presque toujours aux débiteurs des portes de sortie, des possibilités, autrement dit, pour le débiteur, de transformer l'exécution forcée en exécution volontaire, de se repentir et d'en revenir à la normalité, à l'exécution volontaire, sinon spontanée. Et c'est ainsi, en vérité, que les procédures civiles d'exécution sont un facteur irremplaçable de crédit. La confiance dans le débiteur est aussi largement renforcée par le droit des procédures civiles d'exécution. Et cela permet enfin, je le disais, de comprendre qu'on trouve dans le Code des procédures civiles d'exécution des procédés qui ne sont pas en vérité exactement des procédures civiles d'exécution. Des procédés qui sont à mi-chemin entre l'exécution volontaire et l'exécution par la contrainte. Alors ce sont deux institutions qui sont extrêmement importantes pour la pratique. Qu'est-ce qui veut être avocat ici? Pas mal. Qu'est-ce qui veut être magistrat? Ouais, on a quasi la totalité de l'effectif. Eh bien les uns et les autres, vous allez être quotidiennement confrontés aux deux institutions dont je vais parler très rapidement, même si vous les avez sans doute déjà abordées en droit civil des obligations. Ces deux institutions intermédiaires, c'est le délai de grâce et c'est l'astreinte. Vous savez ce que sont ces deux institutions? Le délai de grâce, c'est quoi? Vous n'avez pas étudié en droit des obligations? Si, si. Comme son nom l'indique, délai de grâce. C'est un... Oui? Et ce temps, il a quelle nature? C'est un report de l'exigibilité? Non. La dette reste exigible, c'est son exécutabilité qui se trouve suspendue pendant le délai supplémentaire. C'est un délai de faveur qui va être laissé au débiteur. Pourquoi? C'est quoi le but de ce délai? L'exécution forcée ou l'exécution volontaire? Bah, volontaire, on le voit bien. C'est une technique qui vise à donner une ultime chance à l'exécution volontaire avant d'en venir à l'exécution forcée.
Et l'astreinte? C'est un peu plus compliqué l'astreinte. Oui? C'est ça. C'est une condamnation du débiteur qui ne s'exécute pas. Généralement une somme d'argent qui va augmenter au fur et à mesure que l'inexécution se prolonge. Pour tous les jours d'inexécution, vous devez payer 500 €. Et ainsi, une pression psychologique s'opère sur le débiteur. Il voit l'ardoise qui commence à monter de manière exponentielle. Mais un jour ou l'autre, il va se dire non, il faut absolument que je m'exécute, je n'en peux plus, je ne peux pas accepter qu'ainsi ma dette augmente. Et là encore, il ne s'agit pas d'exécuter sous la contrainte, il s'agit de le persuader psychologiquement qu'il faut qu'il s'exécute volontairement, non pas spontanément à nouveau, mais volontairement, qu'il paye sa dette. Alors pour simple rappel, le délai de grâce, commençons par lui. C'est donc un délai supplémentaire, qui est d'ailleurs d'une durée maximale de 2 ans, en principe, que le juge, par faveur, c'est un délai de faveur, un délai de grâce, que le juge, et c'est le juge qui peut accorder un délai de grâce, et que le juge, par faveur, va pouvoir accorder au débiteur, pour quelle raison? La loi nous le dit, compte tenu de sa situation, la situation du débiteur, compte tenu de sa situation et inversement des besoins du créancier. Pour s'acquitter de sa dette, c'est un des rares cas où le juge a un pouvoir d'équité, légalisé. Article 1343-5 du Code civil. Eh bien, le délai de grâce a été réformé par la loi du 9 juillet 1991, celle qui a inscrit dans le Code civil l'ancien article 1244-1, devenu 1343-5, avec la réforme de 2016 des obligations. Il s'agit, je l'ai dit, de donner une dernière chance à l'exécution volontaire. Il s'agit de différer une dernière fois la mise en œuvre des procédures civiles d'exécution. Et c'est donc tout le contraire d'une procédure civile d'exécution. Et c'est si vrai d'ailleurs que cette situation qu'on peut juger très normale, parce que le principe, vous l'avez dit, c'est le paiement à l'échéance, et bien avait été fustigé en son temps par un grand juriste du début du XXe siècle, le doyen Ribert, qui avait fustigé le droit de ne pas payer ses dettes, disait-il. Il doit se retourner aujourd'hui dans sa tombe, tant le délai de grâce est devenu bien commun, fréquent dans la pratique judiciaire. Il n'y a pratiquement pas de procès en réalisation de l'obligation, du moins dans les rapports entre personnes privées et commerçants, ou entre personnes privées entre elles, je mets de côté les sociétés, où un délai de grâce ne soit pas demandé. Toujours, en ultime secours, on demande un délai de grâce. La question qui a parfois embarrassé la pratique est de savoir à quelle dette le délai de grâce va-t-il pouvoir s'appliquer. Alors immédiatement, on songe à la somme d'argent, à la dette de somme d'argent. Mais est-ce que cela ne pourrait pas jouer aussi pour les autres prestations? Et plus précisément pour les obligations de faire. Pour les obligations de ne pas faire, un délai de grâce, c'est un non-sens, évidemment. Alors, dans le sens de la limitation de délai de grâce aux obligations de somme d'argent, on a parfois voulu tirer argument de la lettre de la loi, de l'ancien article 1244-1, devenu l'article 1343-5 du Code civil. Et on a remarqué que ce texte vise seulement le paiement. Et a-t-on dit le paiement, ça suppose une somme d'argent. C'était évidemment une
une erreur de perspective. Je l'expliquais tout à l'heure, le paiement couvre l'exécution volontaire de toute dette, quel que soit l'objet précis de la prestation qui est due. Et par conséquent, ça n'est pas un argument. Aussi bien, la jurisprudence s'est fixée, elle est rare, mais elle s'est fixée dans ce sens qu'un délai de grâce, même si on n'y songe pas souvent, eh bien, peut être demandé pour l'exécution des obligations de faire. On a difficulté à réaliser la prestation, on est parfaitement en droit de demander un délai de 2 ans, dans les termes de l'article 1343, indice 5. Ce qui est vrai seulement, c'est que la loi raisonne sur l'hypothèse la plus courante. Et on trouve l'illustration de cela dans un arrêt, par exemple, de la Chambre sociale du 18 novembre 1992. Numéro 555. A contrario, cet arrêt nous dit que certaines dettes ne sont pas susceptibles de délai de grâce, notamment les dettes d'aliments. C'est dire à contrario que toutes les dettes, en principe, quelles qu'elles soient, peuvent faire l'objet d'un délai de grâce. Et on trouve affirmation positive de cela dans un arrêt, par exemple, de la Cour d'appel de Paris. Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1991, que vous pourrez retrouver, ça vous fera un petit peu de lecture, à la revue trimestrielle de droit civil 1991, page 735. Voilà ce que dit le texte, l'arrêt, pardon. L'article 1244, c'est la rédaction qu'il avait antérieurement à la loi du 9 juillet 1991, c'est aujourd'hui l'article 1343.5, est un texte de droit commun, de portée générale, droit commun, portée générale, qui s'applique non seulement aux débiteurs d'une somme d'argent, mais encore à tous ceux qui sont tenus d'une obligation quelconque, notamment d'une obligation de faire. On le voit, l'affirmation de la généralité du domaine d'application du texte est explicite, ne peut pas être plus claire, et c'est le droit positif. Le délai de grâce n'est pas limité, contrairement à ce qu'on imagine toujours, aux sommes d'argent. Il peut valoir aussi pour les obligations de faire, évidemment. Deuxième difficulté qu'on rencontre dans la pratique, qui est une difficulté procédurale cette fois-ci. Qui est le juge, puisqu'il faut un juge pour prononcer le délai de grâce, qui est le juge compétent pour accorder ce délai ? Vous avez étudié ça en procédure civile ? Alors, vous avez raison en partie, mais vous commencez par l'exception. Le principe, en logique, qui est le plus... Non, enfin, si vous allez au référé à chaque fois, vous devez vouloir un délai de grâce, le juge des référés va crouler sous les demandes. Ce sera insupportable pour lui, déjà que le référé est devenu une voie ordinaire, pratiquement d'action en justice souvent. Et le référé, vous savez que c'est le président, enfin, il a déjà beaucoup de fonctions, enfin, il faut laisser un petit peu de temps, le pauvre. Non, plus naturellement que cela. Imaginez-vous la situation. Un créancier n'est pas payé. Il doit agir en justice contre son débiteur. Il demande paiement. Le débiteur oppose un délai de grâce. Le débiteur va saisir un autre juge, le juge des référés, le juge de l'exécution, et on va suspendre le cours de l'interruption, de l'instance, pardon. Il y aura un sursis à statuer. C'est pas très commode pour le bon fonctionnement de la machine judiciaire. Non, le juge qui est le plus indiqué pour attribuer, pour accorder le délai de grâce, c'est le juge auquel on demande l'exécution de l'obligation. Seul, en principe, le juge auquel on demande l'exécution de l'obligation peut accorder le délai de grâce.
Et c'est ce que dit l'article 510 du Code de procédure civile. Le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. Mais, votre camarade avait raison pour autant, le juge de l'exécution aussi a des compétences en la matière. Après signification d'un commandement, le commandement dans certaines procédures d'exécution, la saisie immobilière, la saisie-vente, enfin, eh bien c'est le premier acte qu'il faut faire pour engager l'exécution forcée. C'est une dernière mise en demeure solennelle qui va engager le processus d'exécution forcée. Eh bien, après signification d'un commandement, il faut entendre un commandement de saisir, ou d'un acte de saisie, dit la loi. Autrement dit, une fois que l'exécution forcée a été engagée, eh bien, après commandement, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, c'est le juge de l'exécution qui est seul compétent. Il a une compétence exclusive, alors, pour accorder le délai de grâce. Mais à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles, il ne pourrait pas accorder un délai de grâce qui aurait été précédemment refusé par le juge de l'obligation. Il faudrait des circonstances nouvelles, un chômage, la maladie, un accident, que sais-je encore. Et pour lever toute ambiguïté, vous disiez tout à l'heure, le juge des référés. Je n'ai pas dit que le juge des référés ne peut pas accorder de délai de grâce, bien évidemment. Mais le juge des référés ne peut accorder de délai de grâce que pour l'exécution des obligations qui rentrent dans ses missions, notamment Pardon ? Par exemple, effectivement, à ce stade. Si on demande une provision au juge des référés, ou si on demande l'exécution forcée, enfin l'exécution plutôt, d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable, eh bien à ce titre, on pourra en défense opposer un délai de grâce. C'est parfaitement possible. Et chaque juge prend sa propre décision, sauf le juge d'exécution, pour tous, lorsque l'exécution a commencé. C'est ça la ligne de départ, dans la répartition des compétences. L'astreinte maintenant, enfin, deuxième procédé intermédiaire. L'astreinte, c'est remarquable parce que c'est une pure création de la pratique judiciaire, c'est une innovation de la jurisprudence qui a été finalement consacrée, et là encore, par la loi du 9 juillet 1991. C'est la première fois qu'on a donné une organisation générale à l'astreinte en droit civil. Et elle a finalement été intégrée dans le Code des procédures civiles d'exécution. Alors vous retrouvez l'organisation générale de l'astreinte aux articles L131.1 à L131.4 du Code des procédures civiles d'exécution. Et on le rappelle, elle consiste à condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent dont le montant augmente à mesure que se prolonge le retard dans l'exécution. Souvent, le juge va condamner à tant d'euros par jour de retard d'une exécution. Il pourrait décider par semaine, par mois s'il le voulait. Le quantième, il en décide librement, mais très généralement, c'est par jour. Et donc, on l'a dit, c'est un moyen d'intimidation. Le regretté doyen Perrault disait que c'était un moyen de contrainte psychologique, de contrainte par persuasion. Il s'agit d'inciter, par la menace d'une condamnation lourde, le débiteur à payer volontairement sa dette. Et donc, notre institution, elle est exactement à mi-chemin entre l'exécution volontaire et l'exécution forcée. On parie sur l'exécution volontaire, en même temps, on exerce une contrainte. Simplement, ce n'est plus une contrainte juridique, une contrainte matérielle, c'est une contrainte psychologique. Ça participe des deux logiques.
Alors l'astreinte, à la différence des délais de grâce, elle est particulièrement utile pour les obligations de faire ou de ne pas faire. Parce qu'on le sait, l'exécution forcée en nature des obligations de faire ou de ne pas faire se heurte rapidement à un obstacle. Lequel? Qu'est-ce qui empêche ordinairement, fréquemment, l'exécution forcée en nature des obligations de faire ou de ne pas faire? Vous vous obligez tous à obtenir de très bons résultats en procédure civile d'exécution, à passer un contrat. Enfin, qu'est-ce que j'ai comme moyen de vous contraindre? Je vais distribuer des paires de claques à chacun. Enfin, je ne suis pas sûr que la matière rentre plus facilement dans vos cerveaux. Enfin, c'est l'intégrité physique de la personne qui se heurte à l'exécution forcée en nature. On a besoin que vous fassiez un acte d'exécution qui soit physique, faire ou ne pas faire. Et on sait que l'intégrité, l'immunité de la personne en quelque sorte, est une valeur fondamentale dans nos sociétés. Et par conséquent, si je ne peux pas directement contraindre, il y a plusieurs moyens, comme on peut faire. Et la réforme des obligations, là encore, de 2016, du 10 février 2016, c'est pour vous en partie. C'est elle qui a intégré, souvenez-vous, avec vos articles 1221 et 1222, l'exécution forcée en nature, les obligations de faire ou de ne pas faire. On peut demander à un autre d'exécuter la prestation aux frais du débiteur. Mais ça suppose qu'il n'y ait pas de caractère in situ personné dans l'exécution de l'obligation. Si on a besoin que ce soit le débiteur lui-même qui s'exécute, il y a d'autres ressources que de faire pression psychologique sur lui. Mais pour autant, si elle est si importante en matière d'obligation de faire ou de ne pas faire, l'astreinte n'est absolument pas limitée à ces obligations. Il est parfaitement possible de condamner le débiteur d'une somme d'argent à astreinte. Et ça peut être important lorsqu'on sait qu'il y a des biens qui sont saisissables le cas échéant, mais qui ne sont pas directement saisissables par les procédures civiles d'exécution françaises. Par exemple, des avoirs qui sont à l'étranger. On sait que la coopération en notre matière, j'y reviendrai, est compliquée. L'astreinte, ça peut être un bon moyen de convaincre le débiteur de s'exécuter par lui-même. Et c'est ce qu'a dit la Chambre sociale de la Cour de cassation le 29 mai 1990. Bulletin 5e partie, numéro 244. Il y avait, il y a jusqu'à quelques années, enfin, vous êtes jeune, pour vous c'est Mathusalem, mais une autre limite à l'astreinte. Vous avez fait tous du droit administratif, j'imagine. Ça vous a marqué au fer rouge, enfin. Puis tout le temps droit privé, enfin. Eh bien, traditionnellement, l'astreinte n'était pas possible contre l'État, les personnes morales de droit public. Et puis, le droit administratif a intégré dans son propre arsenal juridique l'astreinte. L'immunité d'exécution, j'y reviendrai, dont bénéficient les personnes morales de droit public, n'empêche plus le jeu de l'astreinte, et c'est logique. Il ne s'agit pas d'une exécution forcée, mais d'une exécution volontaire, contrainte simplement psychologiquement. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le fonctionnement de l'astreinte, c'est que l'astreinte ne peut être que l'accessoire d'une condamnation judiciaire dont elle vise à assurer l'exécution. C'est l'accessoire de la condamnation judiciaire au principal dont elle vise à assurer l'exécution. Et c'est ce que dit en toutes lettres l'article L131.1 du Code des procédures civiles d'exécution. Donc parmi les différents titres exécutoires, nous verrons un peu plus loin qu'il y a plusieurs formes de titres exécutoires. Tout à l'heure, nous parlions des jugements, nous avons dit que c'est une forme de titre exécutoire. Il y en a d'autres, l'acte notarié, les décisions administratives, les actes administratifs, certains actes d'huissier de justice, les transactions, les conciliations, les médiations, homologuées. Et bien parmi tous ces titres exécutoires qu'on retrouvera plus tard, seules les décisions judiciaires peuvent faire
l'objet d'une astreinte. Si vous avez un contrat notarié, titre exécutoire, qui vous reconnaît une obligation, et que vous voulez avoir, c'est bien l'équivalent, vous ne pourrez pas avoir d'astreinte. Parfois, on voit dans des titres notariés astreinte conventionnelle. Ça n'existe pas. Mais si vous stipulez dans un acte notarié astreinte conventionnelle, est-ce que ça veut dire que ce procédé sera inefficace? Oui, non. J'ai un contrat de prêt par exemple, et je stipule dedans qu'en cas d'inexécution de ces obligations, en cas de défaut de paiement interméchu par l'emprunteur, eh bien celui-ci devra me verser une somme d'argent. Et cette somme d'argent eh bien, augmentera par jour d'inexécution. Et je vous saisis, les uns les autres. La moitié de l'amphithéâtre est mon avocat, l'autre moitié fait le juge qui va en connaître. Qu'est-ce que vous me répondez les uns les autres? Qu'il vous faut du temps pour analyser la chose. C'est très bien, il faut commencer à réfléchir. Ça fait 3 secondes, vous avez réfléchi. Et alors? Ça ne peut pas être une astreinte judiciaire, mais on sait bien que le contrat doit être interprété par le juge et qu'il peut requalifier. Et par conséquent, il faut vous demander si ce procédé ne peut pas être couvert par une autre institution qui lui donnerait efficacité. Et l'institution la plus proche, en matière contractuelle, c'est quoi? Non? Très bien, monsieur, la clause pénale. On pourrait y voir assurément une clause pénale, avec le régime propre de la clause pénale, le pouvoir pour le juge de le réduire, en cas d'excès. Mais d'astreinte à proprement parler, en matière judiciaire, exclusivement. Donc l'astreinte, c'est normalement l'accessoire d'une condamnation judiciaire dont il s'agit d'obtenir l'exécution. Alors en pratique, lorsqu'une astreinte est prononcée et que le débiteur continue à s'inexécuter, lorsqu'il refuse de s'exécuter spontanément, lorsque le retard de l'exécution se prolonge, il ne faut pas croire que le montant qui a été préfixé par le juge devrait être payé à tous les coups. Le juge bénéficie d'un pouvoir de liquidation de l'astreinte, qui est un pouvoir de révision de celle-ci. Et pourquoi? Eh bien parce qu'au fond, psychologiquement, il est très difficile de comprendre, sur le souci d'une justice sociale en tous les cas, que le débiteur qu'on verra facilement comme un débiteur en situation difficile, eh bien voit sa dette augmenter considérablement au profit d'un créancier que parfois on aura considéré comme un nanti. Est-ce qu'il est normal que le défaut d'exécution, qui n'est pas forcément sans explication parfois, eh bien aboutisse à enrichir systématiquement le créancier? Ça, c'est pas facile, surtout pour nos parlementaires lorsqu'ils ont décidé. Alors, il y aurait une autre solution qui aurait évité cela. C'était de décider que l'astreinte ne profiterait pas aux créanciers, mais qu'elle profiterait à l'État. Et ça rappelle furieusement, pour ceux qui s'intéressent au droit comparé, une institution de nos amis britanniques, le contempt of court. Quand on n'exécute pas une décision judiciaire, on fait offense, on fait insulte au juge. Et donc, il y a une condamnation. Mais une condamnation qui rentre dans l'escarcelle de l'État. En France, on a tellement de défiance vis-à-vis de l'État qu'on n'a pas voulu retenir ce système. On a beaucoup hésité en 91 qu'on a légiféré l'astreinte. Donc on s'est décidé finalement que ça profiterait aux créanciers, personnes privées, mais puisque ça lui profite, on s'est dit qu'il fallait organiser un pouvoir modérateur du juge en la matière. Et donc très souvent, on gonfle les biceps dans un premier temps, 1 000 € par jour de retard, l'addition augmente, à 20 000 €, le créancier se dit qu'il est temps de faire liquider cette astreinte, d'obtenir un complément au principal. On revient devant le juge de l'exécution, j'y reviendrai tout à l'heure, qui va liquider l'astreinte, et le juge de l'exécution dit, bon, au fond, allez, 2 000 €. On est divisé par 10. Il a un pouvoir discrétionnaire en la matière.
pour liquider l'astreinte. Alors ça diminue fortement l'intimidation qu'on peut opérer sur le débiteur. Ce qui tient à un système d'équilibre, c'est que personne ne peut dire dans quel sens le juge statuera. C'est imprévisible absolument pour toutes les parties. Et donc on ne peut pas toujours parier sur la clémence du juge. Ça marque quand même lorsque l'ardoise augmente fortement. Mais de ce point de vue, encore faut-il distinguer deux types d'astreintes. Il y a l'astreinte provisoire et l'astreinte définitive. En la matière, on procède par réaction graduée, comme dans l'art de la guerre. On commence à lancer l'infanterie avant de bombarder tous azimuts. On va utiliser le moyen qui est le plus soft avant d'en venir au moyen qui est le plus rigoureux. Le juge, lorsqu'il prononce l'astreinte, doit toujours commencer par l'astreinte provisoire. Autrement dit, lorsqu'on demande une astreinte, le principe, c'est que le juge a un pouvoir de révision. Lors de la liquidation, il pourra diminuer l'astreinte. Il ne peut pas l'augmenter, mais il peut la diminuer. Il peut même la ramener à zéro. Et pour ce faire, les critères lui sont donnés. Il doit tenir compte du comportement du débiteur, du comportement de celui à qui injonction de s'exécuter est faite, mais aussi des difficultés qu'il a pu rencontrer dans l'exécution de son obligation. On n'est pas très loin des critères qui sont utilisés en matière de télégrâce. Vous voyez, c'est un pouvoir, là encore, largement teinté d'équité. C'est l'article L131.4 qui précise ce pouvoir d'appréciation. Mais après le prononcé d'une astreinte provisoire qui n'a pas été exécutée, il est possible de revenir devant le juge pour obtenir cette fois-ci une astreinte définitive. Et cette fois-ci, il n'y aura plus de pouvoir de révision. Elle est définitive. Article L131.2, alinéa 2. Quant à la juridiction compétente pour liquider l'astreinte, c'est le juge de l'exécution. L'astreinte peut être prononcée par le juge qui ordonne condamnation, mais la liquidation doit être faite devant le juge de l'exécution. L'idée fait celle d'une recherche d'objectivité, d'impartialité renforcée. Le juge qui a prononcé la condamnation n'est peut-être pas le mieux placé pour renforcer son exécution, parce qu'il doit se dire que son obligation, celle qu'il a reconnue, est incontestable. Le juge, un tiers par rapport à la décision, il peut paraître de meilleure méthode de lui donner compétence pour liquider l'astreinte. Il y a juste à cela une exception. L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée si celui-ci reste saisi de l'affaire. Autrement dit, si son jugement n'a pas emporté des saisissements, ce qui est une exception, vous le savez. Donc n'oubliez pas ces deux procédés qui sont à la lisière du droit des procédures civiles d'exécution. Elles en sont un renfort qui est très utile dans la pratique. Et si je n'en parle pas davantage, c'est parce que ce ne sont pas des procédures civiles d'exécution. Donc récapitulons, on a beaucoup digressé. Ce qu'on doit retenir à ce stade, c'est que les procédures civiles d'exécution sont des procédés, évidemment, d'exécution forcée, par opposition à l'exécution volontaire, mais qui empruntent
dans une large mesure, aux techniques et à la logique du droit des obligations. Ceci étant précisé, quel est maintenant l'objet précis, l'objet exact de l'exécution forcée qui nous intéresse? Eh bien, sous ce rapport, on doit prendre acte qu'au cours de l'histoire, deux modes d'exécution se sont succédés. Dans les systèmes juridiques que l'on regarde aujourd'hui volontiers comme archaïques, dans les systèmes juridiques qui ne suivent pas les canons actuels de l'exécution forcée, eh bien c'était la personne du débiteur qui répondait de la dette. Vous avez fait l'histoire du droit des obligations? Non? C'est un grand tort. Dès que vous avez des matières d'histoire du droit, il faut les prendre. Il ne faut pas toujours verser dans la technique. Dans le droit romain primitif, eh bien c'était le débiteur lui-même qui répondait de ses dettes. Ne pas exécuter ses dettes, c'était déshonorant dans une société qui se voulait très vertueuse, très morale. Et par conséquent, si le débiteur ne payait pas ses dettes, on pouvait l'enchaîner. Il y a une procédure de contrainte physique sur le débiteur, qu'on appelait la manus injection. Et dans les systèmes barbares, on pouvait même dépecer le débiteur et se partager les morceaux, comme un marchand de Venise. C'est dire que c'était bien la personne qui répondait de la dette. Mais ce système n'est plus en accord, chacun peut le comprendre évidemment, avec les préceptes fondamentaux de notre ordre juridique. Avec le temps, naturellement, la contrainte s'est adoucie. Et une nouvelle conception de l'obligation s'est substituée à l'ancienne, qui fait que l'objet de l'exécution forcée s'est déplacé de la personne à ses biens. Dans cette nouvelle conception de l'obligation qu'a consacré le droit civil moderne, ce sont les biens du débiteur qui répondent de sa dette. Si on veut se faire payer sous la contrainte, il faut saisir ces biens. Et c'est ce que déjà Loisel disait dans l'ancien droit, qui s'oblige, oblige le sien. Et cela, ça doit vous rappeler furieusement une institution du droit des obligations, et vous n'aurez pas de pause si vous ne la trouvez pas. Alors, est-ce que ça vous stimule? C'est une astreinte. Et quelle garantie? La garantie pour autrui. Le cautionnement réel, ancienne manière? Non, non, c'est une sûreté, là, que vous allez étudier. C'est tout le contraire d'une sûreté de ce dont je parle. Vous pouvez remercier votre camarade, parce qu'elle veut dire le droit de gage général, j'imagine. Elle a sauvé votre pause. Article 2284 du Code civil. L'ensemble des biens présents et futurs du débiteur répondent de sa dette. Le droit de gage général, c'est au fond le compagnon d'infortune de l'obligation. Quand le débiteur ne paye pas, on peut se retourner contre lui pour saisir l'ensemble de son patrimoine, sauf exception. Et c'est ainsi que le droit de gage général, c'est au fond le fondement élémentaire des procédures civiles d'exécution. Si on peut pratiquer des procédures civiles d'exécution qui portent sur leurs biens, c'est parce qu'à côté du lien d'obligation qui est un lien personnel, en garantie élémentaire, en garantie première, ça n'est pas une sûreté. Une sûreté, c'est un ajout de l'obligation. Sûreté personnelle, sûreté réelle, est-ce que vous avez étudié en droit du crédit? Non, ici, intrinsèquement,
par définition, l'obligation porte en elle les moyens de son exécution. C'est le droit de gage général. Et c'est pourquoi, on a dû vous le dire en droit des obligations. Quand on étudie le droit des obligations, on peut distinguer deux aspects dans l'obligation, le Schuld et le Haftung. Le lien personnel, le lien obligatoire, la personne s'oblige, et le répondant, les biens de la personne. Eh bien, les procédures civiles d'exécution sont la concrétisation du droit de gage général, ni plus ni moins. Alors on verra, après la pause, puisque vous l'avez gagné, durement, mais sûrement, on verra après la pause qu'il reste quand même quelques rudiments d'exécution volontaire sur la personne, dans le droit positif. La pause. Vous avez 3 heures aujourd'hui, non? Vendredi soir? Bon, on s'arrête là, alors tant pis pour moi. Bonne semaine, plutôt jusqu'à jeudi.